Merci, merci tout d'abord Cameroun pour l'invitation. On a croisé les regards un tout petit peu à un certain moment sur une question chaude par rapport au logement, par rapport à plusieurs choses en lien avec le placet. Mais voilà, on a eu aussi l'idée de réfléchir un peu sur ce que pourrait être intéressant et suite aussi à l'invitation d'Eric d'y réfléchir et de me connecter de façon plus proche avec le placet. Et donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai que beaucoup de mes collègues passent par ici en étant à l'UC Louvain et je trouve aussi que le travail que le placet fait, c'est vraiment un travail hyper important à notre université, sous-reconnu du côté des académiques et aussi du côté du haut de notre université, mais très important. Parce que c'est un travail qui accueille des gens, qui enrichissent notre université et avec qui on dialogue pour travailler ensemble sur ces objets scientifiques qui nous passionnent. Et donc voilà, aujourd'hui on va travailler ou on va réfléchir ensemble sur une question intéressante. Faire un doctorat, en quoi est-ce que ça consiste? Bon, il y a déjà plusieurs doctorants autour de la table ou ex-doctorants autour de la table, donc il y aura une série de choses qui vont déjà avoir réfléchi en amont de cette session. Mais donc pour celles et ceux qui réfléchissent à potentiellement faire un doctorat, je vais partager certaines questions à se poser et aussi expliquer un peu le parcours à travers lequel passer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis donc Anne Hansons, professeure à l'université ici depuis 10 ans, donc non 12 ans maintenant, depuis 2010, 14 ans. Le temps passe vite, 14 ans. Je coordonne un groupe de recherche qui travaille sur les transformations rurales dans la région des Grands Lacs. On travaille dans plusieurs projets, j'essaie de résumer rapidement ici. On travaille autour de conflits en lien avec les ressources naturelles et comment les acteurs, les populations entre guillemets périphérisées naviguent là-dedans, ce que sont leurs stratégies de résilience, de résistance. Nous travaillons beaucoup sur ces concepts de résilience par rapport aux populations rurales face aux multiples crises dans la région des Grands Lacs. Et on réfléchit aussi sur le changement climatique et ce que ça implique pour cette région, mais certainement aussi ce que sont les connaissances localement ancrées pour pouvoir naviguer au sein de cette crise de changement climatique. Donc on travaille beaucoup autour de ressources naturelles, crises et agencéité des acteurs sur place. Donc ça c'est plutôt au niveau thématique. Alors du côté plutôt philosophie de recherche, on réfléchit beaucoup sur les questions éthiques de la recherche et aussi le côté émotionnel. Et je vais passer un mot là-dessus aujourd'hui, sur ce côté émotionnel, parce que faire un doctorat confronte une personne avec pas mal d'émotions et on en parle rarement dans le cadre universitaire. Et je pense que c'est important de se poser cette question en amont, pendant et après le processus. Et au sein de notre équipe, on réfléchit aussi pas mal sur ces grands mots décolonisés au sein du monde académique, en quoi est-ce que ça consiste. Mais pour nous, comme équipe, ça consiste à réfléchir activement autour des relations de pouvoir et de l'héritage colonial que nous portons sur notre dos, que moi je porte sur mon dos en étant belge, blanche, et travaillons avec cette région, avec des personnes originaires de cette région. Donc un engagement actif à réfléchir sur mes privilèges, sur le manque de privilèges d'autres personnes et sur comment réfléchir ensemble en équipe sur comment nous gérons cet héritage colonial au jour d'aujourd'hui. Donc c'est de là que je parle. Alors, on a eu l'idée, Cameroun, d'avoir cette session parce qu'on remarque en effet que c'est pas du tout évident pour quelqu'un des Suds de trouver son chemin dans le parcours doctoral ici à l'UC Louvain. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites, il y a des réseaux qui fonctionnent d'une certaine façon, il y a beaucoup de choses qui se passent d'une certaine façon dont on n'est pas forcément au courant. Et donc aujourd'hui je vais dévoiler un peu comment naviguer au sein du paysage universitaire, particulièrement le paysage universitaire de l'UC Louvain, pour réfléchir autour de cette question doctorale. Parce que parlons de cet héritage colonial, ça se retrouve dans des choses très explicites, mais aussi dans des choses implicites. Et
comme point d'illustration, j'aimerais faire référence à cette petite exercice que j'ai fait. Vous connaissez tous ChatGPT, qui existe aujourd'hui, qui fabrique des très belles choses, des images, des textes, mais qui les fabrique d'une certaine façon. Alors, j'ai demandé à ChatGPT à un certain moment, dans le cadre d'une autre présentation, faites-moi une image d'un professeur, je l'ai posé en anglais, donc il n'y avait pas le genre dedans, of a university professor who is teaching students. Donc un professeur ou une professeure universitaire qui est en train d'enseigner des étudiants, des étudiantes. Et c'est ça l'image que ChatGPT a fabriquée. Vous voyez le professeur, un homme blanc, qui est en train d'expliquer des choses apparemment un peu complexes, par définition, pas des choses en lien avec les sciences sociales, mais donc en tout cas des choses complexes. Et on voit aussi parmi ces étudiantes et étudiants que bon, en termes de diversité, c'est peut-être pas très diversifié. On voit surtout des hommes et des femmes blanches et blancs. Si vous demandez, vous pouvez essayer, il faut la version 4.0, mais si vous demandez de fabriquer une image d'un professeur ou une professeure, vous allez presque par définition avoir un homme blanc. Et idem pour le PhD student, l'étudiant doctoral, vous allez presque par définition avoir un homme blanc. C'est intéressant. Parce que ChatGPT fabrique des images sur base de beaucoup d'images qui existent sur Internet et quelque part, il refabrique les mêmes stéréotypes d'images qu'on a par rapport à ces situations. Donc, en mettant ça comme query, on n'aura pas forcément une image comme ça. Pour ça, il faut demander, faites-moi une image d'une professeure féminine, noire. Et là, finalement, il est capable de le faire. Mais ce n'est pas la première chose qu'il fera. Et ça parle déjà de la façon dont on conçoit collectivement, inconsciemment, au niveau de nos universités, la façon dont on fait des professeurs, dont on fait des doctorants ou des doctorantes. Presque par définition, on arrive avec des images plus stéréotypes qu'un doctorant ou une doctorante moyenne soit plutôt homme, plutôt blanc. Et donc c'est avec ça qu'on veut briser, parce que quand on parle de la décolonisation du monde scientifique, il faut que ça se diversifie. Il faut que ça se diversifie avec des personnes qui ont des choses et des points de vue à apporter que ces hommes blancs ne vont pas forcément naturellement apporter. Diversité au sein des cadres universitaires, on en parle beaucoup, mais on parle rarement de ces choses qui nous forment et qui nous construisent inconsciemment. Donc parlons aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut faciliter le chemin, la porte d'entrée, mais aussi le parcours qui vient après des doctorants des Suds au sein de nos universités, parce que ça doit être un objectif très prononcé au niveau de notre université et au niveau plus large du paysage universitaire pour travailler sur cette décolonisation de la science. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord réfléchir sur un doctorat, pourquoi? Il faut quand même se poser la question. Pour ensuite parler de comment arriver à avoir un promoteur ou une promotrice, faisons un langage inclusif. Projet et bourse, bon, pour celles et ceux qui ont déjà passé cette partie, bon, ça sera peut-être redondant, mais je vais quand même y passer un peu de temps. Ensuite, prochain point, je vais naviguer un peu entre passion, faire un doctorat, être dans le monde scientifique, c'est un travail passionnant, mais en même temps qui vient avec des défis et comment naviguer au sein de tout ça. Donc ça sera la partie plus utile aussi pour ceux qui sont en mi-chemin, en cours de route. Et finalement, je vais clôturer avec les Suds et l'UC Louvain. Qu'est-ce qu'au niveau de notre université, on devrait faire pour rendre le chemin plus inclusif et pour faciliter l'accès pour des doctorants qui ne rentrent pas forcément dans les cases stéréotypiques telles que ChatGPT les a fabriquées. Donc on va commencer avec la toute première question. Un doctorat, pourquoi? Mais voilà, je pense que la majorité des gens qui vont écouter cette vidéo, qui sont là, savent déjà qu'un doctorat, c'est généralement un travail de 4 ans.
qui consiste à faire une recherche originale au sein d'un certain champ d'études. Bon, beaucoup de questions peuvent se poser. Est-ce que je fais plutôt une recherche fondamentale? Ça veut dire plus sur la discipline, le cadre théorique, ou est-ce que je fais quelque chose plus appliqué en lien avec une problématique concrète sur laquelle ma recherche pourra s'appliquer? Est-ce que je reste au sein d'un champ disciplinaire ou est-ce que je vais mixer différentes disciplines? C'est des questions à se poser. Tout choix est légitime, c'est juste question de le réfléchir et de l'expliciter par rapport à ce que sont vos ambitions. Ensuite, il faut aussi réfléchir sur les motivations. Pour faire un doctorat, moi, la chose que je cherche, c'est du feu. Souvent, on en parle dans l'équipe quand on est en train de réfléchir sur des nouvelles potentielles personnes qui nous intéressent. On dit oui, il est intéressant, il est brillant, il a des idées, là, mais on parle aussi de est-ce qu'il ou elle a le feu? Est-ce qu'on voit le feu? Je vois que Passion dit oui. On ne sait pas très bien en quoi consiste ce feu si on devrait l'expliquer, mais on sait tous qu'il y a quelque chose là. Le feu, la volonté de vouloir faire la recherche. Et le feu n'est pas forcément l'ambition. L'ambition, c'est encore autre chose. Le feu, c'est ce truc qui brûle au sein de soi-même, j'ai envie de découvrir quelque chose, j'ai envie de me lancer dans une recherche. Est-ce que ce feu est là? Il peut être encore un peu petit, mais il faut qu'au moins la personne ait un feu qui dépasse le fait que oui, je vais être doctorant, un jour être professeur et avoir le titre. Est-ce que si on fait un doctorat pour cette raison, c'est pas forcément la bonne chose, c'est pas forcément la bonne voie. Donc voilà, se poser les questions, pour en faire quoi? Devenir professeur? Pas forcément, il y a différentes pistes possibles et on va en parler aujourd'hui. Mais donc ce feu est important. Si vous réfléchissez sur oui ou non faire un doctorat, allez voir si chez vous-même s'il y a un petit feu qui brûle, en sachant que pour certains, ce feu sera beaucoup plus concret, beaucoup plus évident, parce que par exemple, les fils et filles de professeurs vont voir le feu plus facilement, parce que c'est ce qu'ils ont vu au sein de leur vie, tandis que si vous venez de quelque part où il n'y a personne qui envisageait une carrière académique, ça peut être un peu intimidant quand quelqu'un te demande « est-ce que tu as le feu ?» Mais quel feu et ça consiste en quoi? C'est pas grave, mais cette passion de vouloir comprendre des choses et de vouloir creuser loin, de vouloir être passionné, interagir avec des gens sur des objets qui vous intéressent et vouloir les creuser. C'est en ça que consiste ce feu. Donc c'est quand même important de se poser ces questions en amont, parce qu'une fois que vous rentrez dans le parcours doctoral, il y a beaucoup de défis à surmonter. Donc il faut d'abord se poser cette question. Qui suis-je pour le faire? Et non pas sur base de est-ce que j'ai eu chaque année des grandes distinctions, est-ce que mon chemin est déjà pré-tracé, parce que là, surtout pour des communautés dans lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup de profs, eh bien, en fait, vous allez vite dire oui, qui suis-je pour le faire, plutôt en souffrant d'un imposter syndrome. Donc non, pas dans ce sens-là, mais plutôt est-ce que je me vois dedans, est-ce que je vois ce feu au sein de moi-même? Et si ce feu est là, oui, pourquoi pas? Est-ce pour moi? Oui, pourquoi pas? Autre question importante, est-ce le bon moment dans ma vie? De nouveau, il n'y a pas forcément le bon moment annoncé en haut et en large, non. Mais plutôt style, est-ce que pour l'instant j'ai l'espace dans ma vie de le réfléchir sans que ça m'amène vers des grosses crises existentielles? Et c'est une question importante parce que des fois, quand par exemple on est du côté sud, je me rappelle d'une situation très concrète récemment où il y a une personne brillante qui a très certainement les capacités de faire un doctorat, tout le monde autour d'elle commence à parler de ça, même si pour elle c'est des gros défis, et où elle disait mais en fait là où j'en suis dans ma vie à ce moment-ci, j'ai besoin d'un peu de temps avec ma famille. Et c'est presque devenu illégitime pour elle, vu que, mais non, imagine que tu aurais la chance, etc. En fait, c'est légitime de se dire, j'attends un an, j'ai besoin de respirer un peu avant que je me lance dans tout ce train de il faut aller faire 5000 choses pour avoir accès, etc. Est-ce le bon moment dans ma vie? Non pas non plus de nouveau pour être intimidé, parce qu'il n'y aura jamais le bon moment qui arrive, mais si vous êtes dans des moments un peu de stabilisation, où vous avez besoin de temps de respirer, etc., prenez un peu de temps avant de vous y lancer.
Et finalement, ils sont en lien avec mes ambitions et pas les attentes de mon entourage. C'est pas parce que vous avez les capacités, c'est pas parce que vous aurez potentiellement les moyens et les réseaux que vous êtes par définition obligé à faire un doctorat. Il faut le faire parce que ça vous plaît et pas parce que ça peut plaire à vos parents, vos aînés, je ne sais pas qui peut avoir 5000 attentes sur vous. C'est à vous, c'est votre vie, c'est un parcours de 4 ans, c'est pas rien. Donc il faut quand même, il faut vouloir sacrifier une partie de sa vie à ce chemin-là, pas aveuglement et avec de l'espace pour sa vie privée, mais si vous êtes juste en train de remplir les attentes d'autres personnes, en fait, c'est vraiment un ticket pour l'échec. Parce que ça va vous demander de l'effort, de la passion, des épaules et des fois beaucoup de persévérance. Donc, il faut vouloir le faire pour vous et pas pour quelqu'un. Mais voilà. Donc, c'est des questions à se poser, non pas pour se sentir intimidé, mais plutôt librement réfléchir sur est-ce que je veux le faire, est-ce que c'est le moment dans ma vie de le faire. Là, vous allez devoir entamer le processus. Un processus qui est pour beaucoup de candidats déçus pénible. Très pénible. Et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi cette pénibilité, mais aussi comment naviguer dedans. Donc, comment trouver un promoteur, promotrice, comment développer un projet et comment trouver cette bourse. Souvent, on commence avec « oui, je vais faire un doctorat, voilà les idées ». Et puis, on va chercher le promoteur. Et malheureusement, en fait, il n'y a pas suffisamment de promoteurs, il n'y a pas suffisamment... En fait, c'est compliqué de trouver. Donc, il faut d'abord aussi déjà réfléchir sur comment est-ce que je vais financer ces 4 années de recherche. C'est vraiment un point de départ parce que vous pouvez avoir 5000 flammes de passion, mais s'il n'y a pas les sous sur la table, sacrifier 4 années de sa vie sans financement, c'est quand même un sacré sacrifice. Donc il faut d'abord réfléchir sur quelles sont les bourses. Quelles sont les bourses pour des doctorants déçus au niveau de notre université? Il y a plusieurs voies. Et allez voir, explorer ces voies. Il y a tout d'abord des bourses qui vont financer votre projet de recherche. Il y a par exemple des bourses FNRS. Donc il y a aspirants de recherche, un appel qui vient chaque année en janvier, ou les bourses fraîches spécifiquement orientées vers les sciences sociales. C'est un appel chaque année qui s'ouvre en août. Ça revient chaque année et donc c'est à vous de garder un œil là-dessus. Ensuite il y a les bourses, on appelle ça bourse CAI, les bourses Sud au niveau du Louvain, et là c'est un appel qui s'ouvre en février. Ça, c'est des bourses qui sont spécifiquement orientées vers des doctorants des Suds, mais dans lesquelles on assume aussi un lien institutionnel. Donc, ça veut dire que vous devez être intégré dans une institution des Suds et cette bourse va vous faire naviguer entre le Sud et le Nord dans une collaboration institutionnelle. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de travailler sur un projet qui existe déjà ou qui est émergent. Et là, voilà, plusieurs possibilités de bourse. Là, généralement, c'est le promoteur qui a un projet et qui cherche un doctorant. Donc, c'est une autre piste, parce qu'ici, ce n'est pas forcément votre projet, ça sera un projet en lien avec, ce projet plus large qui existe. Typiquement, par exemple, au niveau du FNRS, il y a des projets de recherche ou des mandats d'impulsion scientifique qu'on donne on attribue ces moyens à un promoteur et ensuite le promoteur va chercher des doctorants. Ou des fois, il y a des doctorants, ou dans mon cas c'était une postdoc, qui est venue me voir pour dire « Anne, j'aimerais faire un postdoc avec toi, j'ai une idée, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire un Miss ?» Non, on a fait un PRD développé, un PRD, et donc on a construit ensemble le projet. Une fois que le projet était acquis, heureusement, j'ai pu la recruter comme postdoc. Donc ça, c'est typiquement d'autres projets qui engagent des doctorants, mais aussi des postdocs. Si ça vous intéresse éventuellement un postdoctorat, vous pouvez éventuellement convaincre un promoteur de soumettre un projet de recherche ou un MIS au niveau du FNRS avec des financements assez flexibles. Il y a aussi des projets ARES, et dans ce cadre-là, il y a aussi des projets de recherche de développement ou des projets pédagogiques du développement, et c'est des enveloppes budgétaires qui permettent aussi de financer des bourses doctorat. Par exemple, Patient travaille sur une telle bourse dans le cadre d'un projet de recherche avec l'ISDR Bukavu. On a une enveloppe
d'interaction interuniversitaire qui finance 2 doctorats dans ce cadre-là. Donc c'est une autre bourse suite à l'initiative d'un prof ou d'une prof. Finalement, autre possibilité, un doctorat sur fonds propres. Je vous le déconseille. C'est souvent des doctorats qui échouent. De ma part, je n'accepte pas ce type de doctorat parce que c'est très attirant. Bon, c'est très, séduisant. Hein. Je n'ai pas encore les financements, mais je le fais quand même. Mais en fait, ça met les personnes dans une précarité, dans une souffrance, surtout les personnes des Suds, parce que ça veut aussi dire que, voilà, on manque toutes sortes de budgets. Et si vous n'avez pas, sauf si vous êtes un consultant hyper bien payé, que vous dites oui, je vais faire un doctorat comme un petit loisir de côté, mais généralement c'est plutôt des gens qui sont hyper passionnés, mais qui n'ont pas forcément les moyens, et ça leur met dans une situation de pénibilité que je trouve humainement très problématique, et souvent des doctorats qui échouent. Donc pour des causes de pénibilité financière, pas par manque de capacité. Mais donc je déconseille à le faire, sauf si vous avez 60 ans, je ne sais pas combien d'épargne et que vous voulez vous amuser avec un prof ou une prof pour faire un doctorat, et peu importe si ça réussit ou pas, ou peu importe le temps que vous prenez, là ça pourrait être une piste. Mais voilà, pas forcément pour quelqu'un qui a vraiment le feu et qui en a besoin. Donc voilà, la toute première réflexion à faire, c'est je vais faire un doctorat, mais à travers quels moyens, quelle bourse. Ensuite, deuxième question, trouver le promoteur. Et en fait, on fait tout de suite face à une réalité très pénible. Il y a trop de candidats de très bonne qualité et capacités intrinsèques. Il y a trop peu de profs qui sont prêts et capables de les accompagner. De ma part, je reçois autour de 60 demandes par an, de façon spontanée, pour être promotrice pour un doctorat. Alors vous vous rendez compte, 60 par an, tandis que j'accepte au maximum 5 à 6 doctorants, pas par an, hein, mais au niveau entier. J'essaye de limiter mon équipe à 4 à 6 doctorants. Vous voyez, j'en prends 1,5 par an en moyenne, par rapport à 60 candidatures, c'est impossible. Donc, envoyer spontanément des demandes à des profs, c'est une bonne idée pour se faire remarquer et pour montrer son ambition, mais n'attendez pas forcément qu'un prof va dire « Oui, pas de souci, je vous encadre ». Non, parce que vous êtes quelqu'un qui tombe dans la masse de gens. Donc, pour trouver un professeur, envoyer des mails avec des idées, bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément la bonne piste pour pouvoir entamer un doctorat et pour pouvoir trouver un promoteur. C'est bien de développer déjà des idées. J'aimerais travailler sur ceci ou cela, mais tenez compte aussi que les profs ont leurs propres préférences. Par exemple, de ma part, je n'accepte que des dossiers sur ressources naturelles, transformation rurale dans la région des Grands Lacs pour des questions de pouvoir travailler ensemble en équipe. Donc si quelqu'un du Cameroun me contacte avec un hyper beau dossier sur les thématiques que nous travaillons, je dirais par définition non, parce que c'est le Cameroun. Si quelqu'un en région des Grands Lacs me contacte parce qu'il veut travailler sur un sujet politique qui n'a rien à faire avec les ressources naturelles mais qui est super, je dirais non par définition. Donc en fait, le fait que quelqu'un vous dit non n'a rien à faire avec vos idées ou vos capacités, c'est des fois simplement voilà, l'embarras du choix et c'est horrible, hein, c'est très problématique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas le prendre personnellement quand vous avez un non, en fait on dit non presque tout le temps. Mais alors comment quand même arriver à un oui? Parce que maintenant elle dit oui, faire un doctorat, essayer de trouver un promoteur, mais tout le monde va vous dire non, mais comment est-ce que je fais si j'ai envie de le faire? En fait là, il faut être proactif. Il faut se faire remarquer dans des mails. Alors oui, vous pouvez envoyer un mail, mais aussi dans des cours, dans des conférences. Allez dans des lieux où vous allez trouver des professeurs et osez les approcher pour poser une question, pour vous introduire, pour dire qui vous êtes. Travaillez aussi dans l'équipe, avec l'équipe des profs. Moi, en fait, je recrute rarement une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Généralement, c'est les Alain, les patients, les Eric, les espoirs qui viennent me dire « Ah, il y a un beau talent ici ou là, écoute, est-ce qu'on pourrait… » Et donc souvent pour nous, il y a une préhistoire. On travaille déjà dans le cadre d'un article, ça se passe bien, il est intéressant, complémentaire. Et donc c'est plutôt comme ça que
j'accepte des nouveaux dossiers, c'est à travers les réseaux des autres doctorants et postdocs présents. Donc si vous avez l'envie de travailler avec une personne, la première chose à faire, c'est peut-être approcher son équipe et proposer des collaborations plutôt que de rapprocher cette prof qui va dire non à tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi, se faire remarquer. Aller dans des conférences, essayer de collaborer dans un projet d'écriture, approcher les gens, oser trouver le côté moins timide de vous-même. C'est pas forcément facile pour des gens qui sont introverts. Mais malheureusement, de nouveau, c'est pas en votre faveur de rester dans votre intimité, mais il faut vraiment sortir de votre zone de confort et aller voir des gens travailler au sein des équipes, se faire remarquer. Non pas comme le gros écho, oui, regarde à quel point que je suis génial, mais plutôt dans quelqu'un qui est capable de collaborer avec d'autres. Il est intéressant, et est-ce que vous ne pouvez pas glisser dans l'oreille de votre promotrice que je serais potentiellement intéressée? En fait, c'est comme ça que ça marche très souvent. On se fait remarquer, on collabore, et à travers ces réseaux, ça fonctionne. Plutôt que d'écrire aveuglément des mails ou d'aller chercher un peu partout et nulle part. Donc, trouver un bon promoteur, en fait, il faut vraiment... vous êtes l'araignée et il y a beaucoup de mouches que vous voulez capter en même temps. Il faut le voir un peu comme ça, et il ne faut jamais mettre son œuf dans un seul panier. C'est pas non plus parce qu'une prof dit « Ah oui, c'est intéressant, potentiellement dans 2 ans j'aurai une opportunité pour vous » que vous devenez la propriété de cette personne. S'il y a une autre opportunité qui se manifeste, mais allez-y, prenez-le. Et des fois, c'est un peu triste pour la promotrice en question de se dire « Ah, j'ai un super bon candidat. » Mais s'il y a quelque chose de concret sur la table, osez y aller. Voilà, vous n'avez pas 5000 chances, c'est votre vie, c'est pas la vie du promoteur. Donc, utilisez les chances à votre disposition et mettez vos œufs dans beaucoup de paniers pour voir quel est le panier qui fonctionne. Donc voilà, quelques pièges dans la construction d'un contact avec un promoteur. Bon, dans ces 60 mails par an, cher professeur honorable, je viens d'un pays très pauvre, des longs mails. En fait, je reçois autour de 200 à 300 mails par jour. Si un mail a plus de 5 lignes et que je n'ai pas vu dans les 5 premières lignes de quoi il s'agit, des fois j'ai déjà poussé delete. C'est horrible. J'ai honte de le dire, mais il faut vous imaginer que dans le temps de travail que j'ai par jour, je n'ai pas 5 heures à passer sur ma boîte mail. Donc si dans les 5 premières lignes, vous n'avez pas été to the point, probablement vous n'êtes déjà plus lu. Donc des mails très longs, ou des projets avec des sujets hors de l'expertise du prof, ou des blablas généraux, je viens d'un pays... Ça ne marche pas. Ça ne marche dans aucun cadre, mais pas non plus pour trouver un promoteur. Ce qui marche, c'est des idées concrètes et innovateurs. Pas avec un projet de 10 pages, non, parce que je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire, je ne vais même pas l'ouvrir. Je ne vais pas ouvrir un fichier attaché. Je ne vais pas l'ouvrir. Mais juste, ça c'est une idée intéressante. Bon, je le garde en tête. Peut-être que là, et là je vais aller vers mon équipe. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Est-ce qu'on le connaît? Et faites à ce qu'on te connaît. C'est une bonne idée. En lien avec les travaux du promoteur de son équipe, et aussi montrer ce que vous avez à offrir. Et ce que vous avez à offrir, c'est pas juste oui, j'ai fait diplôme, machin, autant de distinctions, mais aussi, voilà, par exemple, notre équipe, on travaille beaucoup avec des techniques théâtrales dans nos recherches, ou avec des méthodologies qui impliquent des dynamiques artistiques. Alors, si vous avez quelque chose, art, théâtre, mettez-le. Ça peut être le truc sur lequel on dit « parmi les 60 qu'on a lus, voilà, mais oui, c'est celui qui a cela. » Donc, faites à ce que vous sortez un peu du bain et pas juste sur le plan académique. Vous pouvez aussi bien réfléchir sur la possibilité de copromotion, et je vais revenir là-dessus. Vous pouvez chercher un copromoteur qui est complémentaire à votre promoteur, éventuellement quelqu'un déçu, qui dit voilà, oui, moi je serai prêt. Alors voilà, c'est comme ça aussi que ça peut passer. Si Emery vient, Anne, j'ai trouvé le candidat idéal, et Emery Mouding avec qui je collabore dans pas mal de projets, est-ce que tu ne peux pas?
Bon, disons que vous auriez déjà un pas en avant par rapport à personne X qu'on ne connaît pas. Donc ça peut aider à convaincre la promotrice ou le promoteur que vous ciblez, mais aussi avoir un copromoteur peut aussi mener vers un meilleur équilibre en termes de relations de pouvoir. Et on va revenir là-dessus parce qu'il faut qu'on soit honnête, dans la relation professeur, promoteur, doctorant, il y a un très grand déséquilibre de pouvoir. L'architecture de l'interaction est très déséquilibrée, par définition. Beaucoup plus qu'un étudiant et un professeur. Parce qu'un étudiant et un professeur pour un cours, un autre professeur pour un cours, un autre professeur pour un cours, et au moins vous avez aussi les évaluations pour exprimer votre regard par rapport à comment ce professeur a performé. Par contre, comme doctorant, votre interaction avec votre promoteur est quand même hyper personnalisée, avec une grande puissance du promoteur sur le doctorant ou la doctorante, et si ça se passe bien, ça peut être très génial, mais si ça se passe mal, vous êtes dans une position très difficile comme doctorant. Tout doctorant, doctorante, mais certainement un doctorant ou une doctorante d'études qui dépend des visas et de toute une série de choses, des fois aussi avec des bourses moitié financières. Donc, avoir un copromoteur d'études peut aider à rééquilibrer un tout petit peu cette relation très binôme. Au moins, ça devient un trinôme, mais il faut alors veiller à avoir une personne qui peut réellement s'impliquer. Et donc, pour celles et ceux qui sont à la fin de leur doctorat, qui sont potentiellement des copromoteurs futurs, jouez ce rôle alors au futur où vous allez avoir d'autres jeunes qui vont se mettre dans le bain, devenir promoteur, copromoteur et d'aider la personne à rééquilibrer un peu les relations de pouvoir avec des promoteurs européens qui ne captent pas toujours les enjeux d'un doctorat. Comment faire un bon projet? Ben voilà, il faut d'abord le réfléchir, avoir des inputs de multiples niveaux, mais le plus important, c'est de se poser la question, quel est le trou dans la littérature scientifique que je vais remplir et pourquoi est-ce important? C'est ça un peu le... Où est-ce que je vais mettre mon feu? Où est le trou dans la littérature? Ça peut être un gros trou, un petit trou, ça peut être un truc que vous allez nuancer, un truc que vous allez contredire, mais il faut quand même que votre objet d'analyse dépasse le pur cas d'étude, parce que c'est ça le piège du cas d'étude, et c'est sur ça que beaucoup de dossiers de doctorants et candidats doctorants d'études tombent, c'est parce que on a un super beau cas d'étude, mais on n'arrive pas à le vendre dans un discours scientifique plus large. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'en fait, ceux et celles qui vont évaluer votre dossier s'en foutent de votre cas d'étude. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est juste une illustration. Mais pourquoi est-ce que ce cas est important pour comprendre quoi? Je vais donner un exemple concret. Mais des fois, je reçois j'ai de nouveau cherché dans mes 60 mails de l'année passée, dynamique foncière dans tel territoire en RDC. Refus automatique. Ça a été fait 1000 fois. Peut-être pas dans ce territoire-là, mais on ne va pas trouver une bourse avec une telle thématique. On ne va pas trouver. C'est un cas d'étude, peut-être hyper pertinent dans le cadre de référence de la RDC, mais si en Belgique, trouver une bourse d'études sur une telle thématique, ça ne va pas marcher. Dynamique de conservation dans telle région au Cameroun. Non, ça ne marche pas. Been there, done that. Même si c'était ailleurs. Vous voyez, c'est des thématiques qui ont déjà été touchées. C'est déjà fait. Vous n'êtes pas innovateur. Donc vous n'allez pas convaincre des personnes avec un cadre de référence majoritairement européen de l'importance de ce cas d'étude. Donc il faut aller au-delà. Ça ne veut pas dire que cette thématique serait par définition virée. Non. Mais il faut arriver à dire pourquoi que ce cas de dynamique foncière dans tel territoire en RDC est important par rapport à un objet plus large. Et cet objet plus large, c'est voilà, comment est-ce que ça peut intéresser quelqu'un qui s'en fout du Cameroun ou qui s'en fout de la RDC, mais qui veut comprendre ce cas pour voir quelque chose de plus large. Je vais vous donner un exemple, parce que maintenant c'est très vague, je me rends compte. Mais j'ai demandé l'autorisation à Vedas, qui a travaillé sur les dynamiques de conservation en RDC, mais qui a pu traduire sa thématique vers ce truc plus large qu'on cherchait. Bon,
quand on commence à concrètement construire son projet, il faut d'abord un titre sexy. Vraiment. Si vous voulez convaincre quelqu'un dans le monde académique, il faut un titre sexy. Et souvent, on se pose cette question, titre sexy. J'ai pris la liberté de prendre les titres sexy de Vedast tout d'abord. Et souvent, nous, ce qu'on essaie dans notre équipe, c'est on commence avec souvent une citation du terrain ou quelque chose qui interpelle et ensuite on met le vrai objet d'analyse. Donc le titre de Vedast, c'est « Forêt à protéger ou à partager ». Ça, c'est une question qu'on se pose partout au monde. Et ensuite, voilà, conservation de la nature et déracinement de peuples autochtones, Guillemets, du Sud-Kivu et de la RDC. C'est ça vraiment ce qu'il va faire. Mais quand quelqu'un lit « ferait à protéger ou à partager », question mark, il se dit « ah oui, tiens, c'est une question intéressante » qui se pose partout au monde. Là, vous attirez l'attention. Donc une question, ça marche bien comme titre sexy. Alain, j'ai pris le titre de Alain. « Happily Ever After ». Bon, c'est comme un peu le fairy tale, hein, donc une conte. Et puis les gens sont heureux. Donc en fait, Alain travaille sur le parc de Virunga. On a eu une communauté dans laquelle la conservation est arrivée à avoir une compensation, ou qui devrait avoir une compensation de la part des autorités du parc. Et donc en tant que tel, ah voilà, bonne nouvelle, happily ever after. Et ben non, parce que la recherche de Alain va montrer toute la complexité. Ça attire, vous vous sentez happily ever after, vous voulez savoir la suite. Ça c'est sur quoi, ce doctorat? J'ai pris aussi le titre de patient, Gender Rumble in the Customary Arena. Gender Rumble. Bon, là, on a besoin aussi de savoir un peu plus, et lui, il va travailler sur la masculinité dans l'accès foncier coutumier des femmes à l'est de la RDC. Donc, un titre sexy, ça marche bien. Pas analyse de l'impact, des dynamiques, des... Oh, boring. Vous voyez? Un titre sexy, ça doit... On lit votre titre. Cherchez aussi, pour ceux qui ont presque fini, hein, vous pouvez toujours changer votre titre. Faites un titre sexy pour que votre doctorat soit lu, pour que vous attirez les gens à vouloir savoir sur quoi ça porte. Cherchez votre titre sexy. Et partagez-le, comme ça on l'aura dans la présentation. Ensuite, après le titre sexy, il faut être capable d'expliquer son projet en 3 phrases. Et il faut être capable de dire pourquoi est-ce qu'il est innovateur. Et souvent on oublie ces choses, on est dans les dynamiques d'impact, des machins, etc. Non, il faut pouvoir dire pourquoi est-ce que le projet est innovateur. Ceci, c'est le début du projet FENERES de Vedast. Donc il a gagné une bourse fraîche. Il a d'abord gagné la bourse à DRI. Et ensuite, il a gagné la bourse fraîche. Donc ça, c'est des bourses très prestigieuses pour les sciences sociales. Et ça, c'était le début. On a fait faire un cartoon par Cash Tembo sur l'objet de sa recherche. Ça faisait un peu débat de rajouter un cartoon dans un document scientifique, mais ça a bien marché. Ensuite, voilà, pouf, ça c'est le résumé de 3 phrases. En quoi ce projet consiste. Il ne faut pas le lire en tout détail, mais voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce que ce projet est innovateur? Sur le plan thématique, sur le plan théorique, sur le plan méthodologique. Peu importe, hein, vous pouvez avoir d'autres choses. Mais dites-le. Aussi pour ceux qui sont presque à la fin. Dites pourquoi votre doctorat est innovateur et mettez-le dans votre introduction. Parce que c'est sur base de ça que les gens vont vouloir lire la suite. Il faut vendre votre message. Il ne faut pas aller dans tous les détails par rapport à vos analyses et vos résultats et voilà, tous les machins et concepts. Et souvent, les résumés sont beaucoup trop compliqués. Les gens sont intimidés par votre résumé. Ils ne vont pas lire votre doctorat. Non, mais c'est normal. Quand moi, si je ne comprends déjà pas le résumé, je ne vais pas avoir l'audace de vouloir creuser le vrai document. Et ça m'arrive souvent, hein, même nous aussi, des fois on se dit trop lourd, non merci. Mais par contre, si je vois, oui, ce doctorat est innovateur parce que, là, et s'il y a quelque chose qui me touche, là, je veux voir la suite, je vais peut-être cliquer. Donc c'est une question de vendre aussi, et ça vaut autant pour le début du processus, je veux une bourse, pourquoi est-ce que mon projet est innovateur, qu'à la fin, voilà, j'ai finalisé mon doctorat, en quoi est-ce qu'il est innovateur. Ensuite, voilà cette patate chaude sur, voilà, quel trou dans la littérature est-ce que je veux remplir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ici c'est le doctorat de Vedast, mais en fait ce qu'il a fait c'est de dire, ok, il y a
3 domaines de littérature dans lesquels il y a des choses, et moi, je suis ici. Généralement, ça marche bien. Voilà, ça, et moi, je suis au milieu. Vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire, bon, je sais pas, des étoiles, je sais pas. Mais généralement, ça marche bien de dire, ok, je prends un truc un triangle pour commencer, les littératures à 3 niveaux, et je me mets au milieu. Aussi, dans la présentation de votre doctorat, si vous êtes déjà bien abouti, réfléchissez s'il n'y a pas un triangle ou un carré ou quelque chose là-dedans, parce que c'est très attirant aussi pour la présentation finale de dire « Ah, c'est quoi votre contribution à la littérature ?» Bon, elle est probablement 60 pages, mais si vous pouvez le résumer comme ça devient très accessible. Et aussi dans un dossier de candidature de bourse, ça marche généralement très très bien. Ensuite, question de recherche, bon, il y a la grande question de est-ce que je fais des questions ou des hypothèses. Ça dépend de si vous avez des démarches plutôt positivistes ou non, ou des recherches plutôt hypothético-déductives ou plutôt inductives. Mais important à les concrétiser et dans votre projet, pas trop. Si je vois des dossiers avec 10 objectifs de recherche, puis pouf, on vire, infaisable. Si c'est un seul, on dit, bon, ça c'est bon pour un mémoire, mais c'est quand même un doctorat ici. Donc, entre 3 et 5, essayez de les organiser à différents niveaux, à différentes échelles, et donner chaque fois aussi un titre. J'ai de nouveau, j'ai pas mis tout, hein, parce que sinon on est en train de mettre tout le dossier de Veda sur la table, mais c'est comme ça qu'il a présenté ses objectifs de recherche dans son document. Il y a 5 objectifs. Objectif 1, et tu donnes un titre, et puis tu expliques. Objectif 2, tu donnes un titre, et tu expliques. Pourquoi? Parce qu'après, on va dans la méthodologie, et dans la méthodologie, c'est bien de lier votre méthodo à ses objectifs. Ça, les jurys adorent. Bon, c'est pas toujours la meilleure façon d'organiser en réalité sa recherche. Mais dans la construction de dossiers, ça marche pas mal. Donc, pour la méthodologie, souvent, c'est la partie qu'on écrit trop vite et on y met trop peu. Non, il faut vraiment garder pas mal d'espace pour le faire. Réfléchir aussi sur son positionnement épistémologique. Et voilà, ça c'est un peu les parties qu'il faut voir. Aussi, si on veut faire une ethnographie, parce que souvent dans les jurys, sauf si vous êtes dans un jury de juste anthropologue, là ça peut très bien marcher de dire je vais faire une ethnographie au sein de ce lieu, mais souvent dans d'autres disciplines, ils ne comprennent pas forcément en quoi consiste une ethnographie. Et s'ils ne voient pas population, échantillon, machin, ils ne comprennent pas ce que vous allez faire. Donc il faut pouvoir utiliser un langage que différentes disciplines comprennent, donc parler de votre posture épistémologique, de votre contexte de recherche, de quelle est la population et la façon dont vous allez sélectionner les participants, à travers quelle méthode, et finalement aussi un petit mot sur la faisabilité et les défis éthiques, surtout si vous allez travailler dans des zones difficiles, parce que là souvent un jury, par exemple pour le projet de Alain qui se passe dans le parc Virunga au Nord Kivu, un jury dirait très vite ah ben non, c'est pas faisable, c'est la guerre, parce qu'on n'a pas forcément en tête les conditions réelles et les aptitudes et les capacités de quelqu'un qui vient de là et qui est capable de naviguer dans des choses où normalement on n'y réfléchit pas comme quelque chose de faisable. Donc c'est important de passer un petit mot là-dessus. Donc ça c'est par exemple un exemple comment on peut, on parlait de stratégie, d'objectif 3 ici, analyser les stratégies de résistance. Et donc Vedas avait dans son projet, dans les annexes, on peut mettre des tableaux et donc on triche toujours un tout petit peu pour montrer à quel point on est très capable de faire une méthodologie très détaillée. Et donc on rajoute, voilà, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la méthode et c'est quoi le niveau sur lequel on va travailler. Et on a fait ça pour chaque objectif de recherche. Donc c'est tout un travail, vous voyez. Ce travail ne tombe pas du ciel, ça prend pas mal de temps. Bon, je vais revenir là-dessus. Ensuite, il y a aussi le CV. Et ça vaut, peu importe si vous êtes en train de chercher un doctorat ou si vous allez dans un cadre postdoctoral. En fait, souvent les CV, c'est la partie la plus ennuyante d'un projet ou d'une candidature.
Il faut éviter cela. De nouveau, vous tombez dans un masse de dossiers. Il ne faut pas faire un CV avec des oh là 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 là. Les gens ne vont pas le lire. Ils ne vont pas parcourir toute cette liste de bullet points. D'ailleurs, ils ne vont pas forcément le comprendre non plus. Parce que tout ce que vous allez lister, qui fait souvent très sens dans un cadre de référence d'où vous venez, les contextes déçus dans lesquels vous êtes, en fait, quelqu'un ici en Europe ne sait pas forcément interpréter la brillance de l'une ou de l'autre activité. Donc, il faut raconter votre CV. Il faut expliquer votre CV. Donc, voilà, il ne faut pas juste lister vos atouts, il faut les expliquer et il faut tenir compte des cadres de référence. Par exemple, le début de mon CV, c'est ça. C'est pas une liste, c'est un petit Who am I? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Une petite photo, bon voilà, on rajoute... Ça, c'est le début de mon CV. Aussi, je vous donne un exemple. À un certain moment, on avait soumis un dossier au niveau du FNRS et on avait refusé mon dossier en disant que mon profil comme académique n'était pas suffisamment compétitif parce que je manquais des publications dans des revues de haute qualité et des publications individualisées. Refus parce que le profil du promoteur n'était pas suffisamment convaincant. Alors l'année après, j'ai changé mon CV et j'ai mis en amont de ma liste de publications, je ne publie pas toute seule. C'est un choix délibéré parce que je crois que my scholarship, la façon dont je fais la recherche, est toujours le produit d'un travail collectif. Donc c'est un choix délibéré de ne jamais publier toute seule et je publie dans des choses qui sont accessibles dans la région des Grands Lacs. C'est de nouveau un choix délibéré. Deuxième année, l'année où on a eu le projet, on a dit que la qualité de la promotrice était excellente et que d'ailleurs son regard collaboratif par rapport à la recherche était exemplaire. Vous voyez, une année, c'est pas que... Bon, peut-être que je suis tombée sur un autre évaluateur, mais quand même, il faut donner la patte dans la bouche. Si vous voulez que le jury comprenne quelque chose, il faut leur donner la patte dans la bouche et dire très explicitement ce que vous voulez, ce que eux retenaient de votre CV. Donc en amont de chaque rubrique, vous n'allez pas juste faire da, vous allez dire, par exemple, responsabilité institutionnelle, vous n'allez pas juste les lister, vous allez dire en quoi ça consiste. J'ai été, je ne sais pas, DG telle institution dans une situation très difficile, ou j'ai réanimé un programme d'enseignement qui était... Vous expliquez ce que vous avez fait au lieu de juste le lister parce que l'évaluateur ne va pas le comprendre. Et ça, c'est un très bon conseil pour tout le monde. Essayez d'avoir des CV relativement courtes, 2 pages, qui sont plutôt narratifs et vous pouvez rajouter en annexe. Vous faites un CV en annexe. Annexe, c'est la liste de toutes les choses. Mais le CV en tant que tel, c'est l'histoire que vous voulez raconter par rapport à vous-même. Et ça marche 1000 fois mieux que des CV bullet point très longs. Alors, au-delà de votre projet, de votre CV, rajoutez dans votre dossier aussi des petites choses sur pourquoi vous êtes intéressant, capable et unique, ce que sont vos réseaux et aussi vos ambitions. Et si vous cherchez à avoir une bourse, c'est très important de travailler aussi sur la lettre de recommandation de votre promoteur. La lettre de recommandation, c'est pas « Cher prof, est-ce que vous pouvez fournir une petite lettre voilà, et la lettre dit « Oui, je soutiens tel ou tel candidat ». Non. La lettre de votre promoteur doit dire pourquoi vous êtes le meilleur candidat depuis des années. Et donc, généralement, ce que je demande, c'est que la personne me fournit déjà les points essentiels à mentionner dans cette lettre, sur lesquels la lettre doit revenir. Parce que souvent on lit, des fois on lit seulement cette lettre quand on voit un dossier. Et on regarde à quel point est-ce que c'est vraiment un candidat soutenu ou juste quelqu'un que le promoteur a envie de soutenir. Donc un bon projet s'écrit en collaboration, en réseau. Il faut prendre du temps, ça prend du temps, à peu près 4 mois. Je me rappelle Naïsi, qu'on en parlait, que vous dites « What ?» Mais c'est plus ou moins ça. C'est pas qu'on a 4 mois qu'on doit travailler sur le projet, c'est on fait un projet, le projet est enterré 30 mètres en dessous du sol, on reprend le courage,
Et donc c'est des allers-retours, plusieurs allers-retours pour finalement construire un projet. Ensuite, refus. Les refus font partie du processus. Des fois, il y a 5 refus avant qu'il y ait un oui. Et il faut... C'est pour ça que ce feu est important, parce que s'il n'y a pas de feu, premier jet d'eau et le feu est éteint. Donc il faut y croire. Et bien soigner son texte aussi. Si vous voulez gagner quelque chose, peu importe si c'est un projet doctoral ou d'autres choses, faites à ce que votre texte soit hyper joli. Faute d'orthographe, faute de ponctuation, même visuellement, il faut que ça soit joli. Il faut que les gens aient envie de le regarder. Et donc si on vous dit espace limité, ne faites pas l'erreur de tout coller, très petit, sans espace, c'est pas agréable. Et vous allez perdre des plumes simplement par le fait que votre truc n'est pas joli visuellement. Il y a des gens qui sont hyper sensibles à ça, donc il faut faire attention. Les gens ont du temps limité, donc il faut bien soigner le côté visuel, parce qu'ils vont regarder votre dossier en très très peu de temps. Et s'il est difficilement absorbable, vous êtes déjà perdu. Et si ça marche, bouf, j'ai cherché cette bourse. Et puis ça marche. Là, c'est yeah! Oh là là! Oui, et le oh là là est normal. Il ne faut pas se sentir coupable. Je me rappelle qu'on discutait ça, Alain, le jour où il y a eu le yeah! Et puis Alain était waouh! C'est normal. Parce que tout d'un coup, le truc qu'on a voulu, pour lequel on a beaucoup travaillé, on s'imagine que yes! Mais ensuite, il y a le poids qui se lance sur les 2 épaules et c'est du poids quoi. C'est du poids parce que c'est une belle chance, c'est une opportunité, mais là il faudra le faire. Donc prenez d'abord le temps pour cette crise existentielle. Le côté émotionnel, donnez de l'espace à ces émotions, ne vous sentez pas coupable parce que tout d'un coup vous dites mais chut, est-ce que j'ai vraiment envie? C'est normal. C'est comme, moi, ma première grossesse, j'ai voulu, mais le jour où j'ai eu le test, c'était oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est normal parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte de la responsabilité qui vient après, aussi le fardeau, la charge, oui aussi toutes les belles choses, l'opportunité, mais c'est normal d'être intimidé par la bonne nouvelle et d'avoir besoin d'une bonne semaine. Pour certains, avec un peu d'alcool, pour d'autres, avec beaucoup de repos, pour d'autres, avec juste de l'espace pour exprimer ses émotions. Non, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est normal, dans ces étapes de vie, d'avoir besoin de ce temps et de cet espace. Ensuite, si ça marche, vous devez aussi réfléchir sur un comité d'encadrement. Et c'est important de bien le réfléchir. Cherchez des profils qui sont complémentaires à votre promoteur. Essayez aussi d'avoir une personne de confiance dans votre comité. Quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Et pas juste sur des choses très, très académiques. Parce que de nouveau, dans les relations de pouvoir entre promoteurs et doctorants, c'est important d'avoir un comité d'encadrement qui peut collaborer avec vous et pas juste avec le promoteur. Donc ne prenez pas juste les amis du promoteur, prenez aussi quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un avec qui vous pouvez au moins dialoguer plus facilement. Sinon, vous allez être face à 3 profs qui sont là en haut et mon Dieu, c'est très impressionnant. Donc c'est important de bien le réfléchir. Et ensuite, aussi commencer à construire des réseaux très vite avec votre professeur de votre université, mais aussi des alentours. Investissez dans des réseaux de pairs. Là aussi, nouveau, dans ce déséquilibre de pouvoir, c'est important de s'entourer. De s'entourer avec d'autres doctorants, d'autres professeurs. Ne restez pas seul, parce que si vous êtes seul, surtout comme personne étant des Suds, souvent avec des bourses très difficiles, problématiques, si vous êtes seul, le déséquilibre de pouvoir est très grand et si un jour il y a un couac dans la relation avec vous et votre promoteur, vous n'êtes pas entouré pour pouvoir le surmonter. Donc allez au-delà de Louvain-la-Neuve, cherchez un réseau autour de vous, ça vous donne plus de panache et plus de résilience dans l'interaction. Donc, entre passion et défi, faire un doctorat, c'est génial, c'est très chouette.
C'est vraiment voilà, être payé pendant du temps pour faire ce qu'on aime faire. C'est un gros privilège. Vous pouvez investir du temps dans votre apprentissage. Vous êtes payé pour apprendre. C'est quand même vraiment génial. Faisons déjà un petit bémol. Beaucoup des gens des Suds ne sont pas payés correctement pour ce travail. Les bourses sandwich posent problème. Vous êtes payé pratiquement mi-temps ou 3/4 du temps pour un travail de temps plein, de 4 ans. Parce que les bourses sandwich, c'est souvent un financement de 2 ans ou max 3 ans. Ça pose problème. De ma part, et c'est ma position officielle, c'est que je trouve que ces bourses sont imprégnées d'un degré de colonialité qui est problématique. On ne peut pas accepter que les gens des Suds travaillent dans des conditions sous-optimales par rapport à d'autres bourses qui sont plus souvent attribuées à des Belges. Bon, heureusement, au sein de notre équipe, on a 2 personnes des Suds qui ont des bourses FNRS fraîches qui leur payent pour 4 ans, pour un travail de 4 ans. Mais d'autres personnes doivent évoluer avec des bourses beaucoup moins optimales et ça pose vraiment problème. Et on va revenir là-dessus. Donc ça fait déjà partie des défis, et particulièrement pour des gens des Suds, souvent des défis très concrets dans lesquels ils doivent naviguer. Mais d'abord la passion. La recherche doctorale, c'est vraiment beaucoup de passion, c'est chouette. Alors comment orienter cette passion dans la bonne direction? Déjà au début de votre processus doctoral, réfléchissez sur qu'est-ce que je veux faire quand je finis. Est-ce que j'envisage une carrière académique? Alors investissez beaucoup dans les réseaux académiques et des publications. Commencez à publier aussi vite que possible et n'attendez pas votre promoteur ou n'attendez pas la permission de votre promoteur pour publier. Vous êtes une personne autonome et vous avez le droit de construire des réseaux autour de vous. Oui, c'est bien et intéressant d'inviter votre promoteur à co-construire, à co-écrire, mais en tout cas, vous avez le droit, honnêtement le devoir, d'aller au-delà du promoteur. Essayez de construire un réseau qui va loin au-delà de ce seul promoteur pour travailler ensemble avec voilà, plusieurs personnes sur des publications. Si vous voulez une carrière académique, peu importe partout au monde, mais investissez aussi dans l'apprentissage de l'anglais. Évoluer dans le monde académique sans comprendre et être capable de communiquer en anglais est vraiment difficile. Aussi, si vous retournez par exemple en RDC, qui est un milieu fort francophone, mais vous allez vraiment rater beaucoup d'opportunités, de possibilités de financement, de futurs projets, etc., si vous n'êtes pas capable de maîtriser l'anglais. Donc c'est un travail en petites étapes. Donc moi je conseille, première année, un cours d'anglais. À chaque fois qu'il y a la possibilité, cours d'anglais. Vous avez le temps dans le parcours doctoral d'y investir, c'est important d'essayer de le faire, même si vous dites pas forcément, mais oui, faites-le, ça prend du temps. Vous n'allez pas tout de suite gagner un niveau académique anglais, c'est pas grave, mais faites le début, c'est important. Même si vous êtes à la fin de votre parcours et vous n'avez pas forcément déjà pris le temps, faites-le quand même. Chaque petit pas là-dedans est un pas. Si vous dites, mais je m'en fous du parcours académique, c'est pas le truc qui m'intéresse, moi je suis intéressée par un parcours non académique. C'est tout à fait légitime, tout à fait légitime. En fait, il y a peu d'espace dans le monde académique. Pas tous ces doctorants vont pouvoir évoluer vers des postdocs, des profs, etc. C'est très légitime de dire, j'utilise ce doctorat pour m'approfondir dans certaines questions de recherche, mais je ne vais pas forcément faire ça dans mon futur, donc investissez aussi dans des réseaux plus larges. Utilisez du temps pendant votre parcours doctoral pour construire des réseaux, pour construire des contacts, pour éventuellement vous investir dans certaines choses qui vous intéressent, des activités de vulgarisation académique, des activités d'interaction avec la société civile ou des acteurs de la société civile, ou pour celles ou ceux pour qui ça peut être pertinent, le monde de business, les entreprises. Investissez là-dedans et expliquez aussi à votre promoteur, c'est ça qui m'intéresse. Ah voilà, je vais pas forcément passer tout mon temps dans l'écriture de 5000 publications, je vais écrire un beau doctorat, mais je vais investir mon temps plutôt dans ces réseaux non académiques et c'est tout à fait légitime. Et si quelqu'un me dit, oui, Anne, pour moi c'est le monde académique, je dirais plutôt, faites un séjour dans une autre université académique, préférence anglophone. Mais si par contre quelqu'un vient me dire, bon, pour moi c'est la société civile, je dis ok, passez du temps dans ce monde-là pour pouvoir enrichir votre regard.
Ensuite, les phases du doctorat. Comment naviguer dans les phases de doctorat et comment le combiner avec la vie privée. Très important. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait comme erreur? On met sa vie privée de côté. Ça ne marche pas. C'est 4 ans. C'est trop long. Vous ne pouvez pas mettre votre vie privée en suspens. Vous allez en sortir malheureux, potentiellement divorcé si vous êtes marié, mais en tout cas malheureux. Donc il ne faut pas sacrifier sa vie privée pour faire un doctorat. C'est problématique comme point de départ, c'est problématique comme image. C'est fondamentalement malsain de mettre ça comme idée principale. Non. Mais il faut réfléchir comment combiner les choses. Donc, généralement, c'est ça les conseils que je donne, même si ce n'est pas ancré en or. Année 1, c'est souvent une année qui se passe dans le cadre académique, parce qu'on doit faire des cours. C'est l'année où Alain, Patience sont actuellement. On va passer du temps dans le cadre académique, faire des cours, naviguer au sein du monde académique. C'est une année pour se perdre et se retrouver. C'est une année pour vraiment se perdre. Je lis des choses, après 2 mois, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave. C'est normal. Totalement normal. L'année 1, vous pouvez vous perdre. Et aussi, espérons, vous retrouver un peu. C'est l'année pour interagir, pour construire un réseau. Ne pensez pas que l'année 1, je dois être sur mes cours, et voilà, avec ma prof, et c'est juste ça. Non, allez partout. Allez voir les autres universités, allez voir les autres profs qui vous intéressent, allez voir les gens. C'est souvent, dans le cadre des doctorants des Suds qui sont sur le pont entre le Nord et le Sud, une année de distance de la famille. Tenez compte du fait que les moments de doute sont normaux. En même temps, c'est une année qui peut être très chouette sur le plan échange, etc. Mais ça passe vite. Donc, profitez pleinement. Mais sachez qu'après cette année, il y aura autre chose qui va suivre. Vers la fin de l'année 1, il faut aller vers l'épreuve de confirmation et n'attendez pas trop longtemps à faire votre épreuve de confirmation parce que souvent on est trop intimidé, on se dit non mais j'attends, j'ai encore besoin d'un peu de... Non, allez, pas forcément en année 1 mais début de l'année 2, au plus tard, parce que sinon ça traîne trop et en fait c'est bien d'avoir votre comité d'accompagnement dans le bain et le train doit bouger. Année 2, là, c'est le moment de l'épreuve de confirmation, quelque part au début de l'année 2. Il faut recadrer son projet. Le projet initial qu'on avait fait doit être plus approfondi, avec un texte à peu près de 30 pages qui dresse le cadre, un terrain de recherche déjà prévu, éventuellement avec une petite phase préliminaire déjà fait, mais bon, pas forcément. Et vous pouvez éventuellement aussi déjà travailler sur les premières publications. L'année 2, souvent, c'est l'année où vous allez retourner vers le terrain. L'erreur. Oui, maintenant le terrain. Et puis la famille. Non. Vous allez retourner chez vous. Vous prenez le temps aussi d'être en famille. Ne faites pas cette erreur d'oublier cette famille parce que voilà, c'est important, c'est la vie privée. Vous retournez pour aussi être proche des vôtres. Donc, c'est question de donner de l'espace à tout ça à côté du terrain, en sachant que oui, le terrain, il y a aussi le stress du terrain. Donc, l'année 2, c'est plutôt ce stress de terrain. Puis, année 3, n'attendez pas trop longtemps avant que vous commencez à mettre vos réflexions dans une structure de doctorat. Parce que des fois, on a des choses un peu partout, mais commencez à faire le puzzle. Non pas déjà pour le finaliser, mais plutôt pour... voir, ok, je vais faire ça, mais ça va ici. Et ça, je vais le faire, mais ça va ici. De façon que vous n'allez pas vous écarter dans 5 milieux où vous n'avez plus une ligne rouge dans votre doctorat. C'est souvent aussi l'année où on retourne au terrain pour remplir des trous, mais faites un planning pour aboutir, éventuellement avec un séjour de recherche ailleurs, si vous avancez suffisamment rapidement. Et si possible, vous avez déjà, dans l'idéal, vous avez déjà fait un cours d'anglais en amont et vous avez travaillé un peu sur l'anglais en année 2, donc en année 3, vous pouvez faire un séjour de recherche dans une université anglophone. Scénario idéal. C'est pas forcément possible, mais bon. L'année 3, c'est aussi une année où il faut investir dans sa vie privée. Très, très, très important.
Parce que l'année 3, c'est l'année avant l'année 4. C'est pour ça que l'année 3 est très important par rapport à l'investissement dans sa vie privée, repos régulier et décompression régulière. Très important. On va revenir là-dessus. C'est très important parce qu'en année 4, là c'est le tunnel. Là, vous entrez dans le tunnel. Vous n'allez plus passer du temps dans les crises existentielles. Est-ce que c'est pour moi le doctorat? Est-ce que c'est quand même le sujet? Non, année 4, c'est juste vous faites un plan et vous le faites. Et si vous avez des doutes existentiels, vous allez chez votre personne de confiance qui va vous dire « Stop, ne fais plus ça ». Tunnel, planification et vous y allez. Gardez un contact proche avec votre comité et tenez compte du fait que aller entre le draft initial et la défense peut facilement prendre 6 mois. Donc, il faut calculer le temps. Il faut déjà commencer à écrire en année 3, fin de l'année 3. Ensuite, année 4, c'est écriture, défense. Donc là, vous allez dans un tunnel avec la carotte à la fin, vous n'allez plus douter et vous n'auriez pas forcément beaucoup de temps pour la famille. Donc c'est pour ça qu'en année 3, vous allez investir beaucoup de temps dans la famille. Sinon, c'est trop longtemps, trop d'absence et on sera malheureux. Voilà. Alors, un doctorat, c'est génial, passion, machin, c'est génial. Mais après, des fois, things get messy. Et qu'est-ce qui se passe quand les choses deviennent un peu dures? Souvent, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Blame the researcher, donc dire c'est bon, ce chercheur-là, il pose problème, ou blame the research. C'est-à-dire, c'est un sujet quand même trop difficile, peut-être qu'on doit quand même le changer. Les 2 choses sont problématiques, mais malheureusement, ça se passe souvent dans le monde académique. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un réseau qui vous soutient. Et ce réseau doit être plus large que juste votre promoteur. Autant qu'en année 1, vous pouvez peut-être très bien vous entendre avec votre promoteur, et moi aussi de mon côté, je suis aussi promotrice. On essaie d'avoir des relations très constructives, mais c'est important que votre réseau soit plus large que juste votre promoteur et votre équipe proche. Parce que si ça se passe, et ça peut arriver, vous avez besoin d'un réseau de soutien qui dépasse une seule personne. Autant bienveillante que cette personne peut être, mais si c'est une personne, vous serez très vulnérable. Et ça vous rend trop vulnérable aussi par rapport à cette personne. Donc c'est pour ça que c'est important en année 1 de bien investir dans des relations, un réseau plus large que juste votre promoteur. Des pairs, d'autres doctorants, d'autres professeurs, des gens d'autres universités, des gens non universitaires, mais un réseau qui peut vous aider quand ce type de choses arrive. Parce que, on peut avoir des problèmes sur le plan éthique, on peut aussi avoir des problèmes sur le plan émotionnel, et normalement, ça devrait être encadré dans le monde académique de façon constructive, mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. On travaille dans un monde hyper compétitif, pas toujours très bienveillant, et donc on en vit tous des fois les conséquences, et donc c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré pour surmonter ce type de défis. Les défis éthiques, par exemple, il faut être entouré par des gens qui peuvent vous aider à les porter. Pas juste un promoteur qui peut-être à ce moment n'est pas mentalement disponible pour vous soutenir, mais aussi sur le côté émotionnel. On peut faire face à des émotions qui sont complexes et qui peuvent vraiment vous confondre. Il faut avoir un réseau autour de vous avec qui vous pouvez en parler. Pour aller un peu plus en détail sur le côté des émotions, en fait, l'émotionnalité est présente dans toute rencontre humaine et très certainement aussi quand on fait de la recherche en sciences sociales. On interagit avec des personnes, donc il y a implication d'émotions. En même temps, malheureusement, au sein du monde académique, on n'est pas forcément très bien socialisé pour en parler. Souvent, on nous pousse vers rationalité, vers comment analyser, mais en fait, il y a ce qu'on vit émotionnellement et c'est important aussi d'avoir de l'espace pour ça. Donc, le problème, c'est que dans le monde académique, on est souvent dans 2 types de positions. D'un côté, on considère les émotions comme un problème, un biais, et on doit les chercher en dessous de la surface parce que ça crée des biais dans notre recherche. Ça, c'est un regard qu'on prend souvent.
Ou sinon, l'autre regard, plutôt très populaire dans la discipline d'anthropologie, c'est, voilà, les émotions, c'est des sources de données. Nos propres émotions sont des sources de données par rapport à notre terrain. Mais super, et donc on doit les analyser, on doit les capter pour pouvoir les utiliser pour mieux comprendre notre terrain. Mais en fait, les deux positions peuvent être problématiques si on vit des émotions qu'on n'arrive pas à supprimer ou qu'on n'arrive pas à comprendre. Des fois, c'est juste compliqué. Des fois, on vit et on ressent des choses qu'on n'arrive pas forcément à analyser, qu'on n'arrive pas forcément à supprimer. Et donc, c'est pour ça que c'est important au sein du monde académique qu'on comprend que les émotions font partie d'être humain et un chercheur est une personne humaine et a le droit d'être humain. Et c'est pour ça que comme chercheur, on a besoin de temps pour passer ce qu'on ressent. On a besoin de l'espace pour vivre les émotions complexes sans être jugé. Et on a besoin d'accompagnement pour faire face à des circonstances difficiles. Le monde académique n'est pas forcément un monde dans lequel ce type de choses sont un acquis. C'est pour ça que, d'un côté, comme académique, je dois dire qu'on doit mieux assumer notre responsabilité du côté professeur, du côté université, mais de l'autre côté, très pragmatiquement, comme doctorant, il faut investir dans ce processus en vous entourant avec des gens qui peuvent vous accompagner là-dedans, parce que c'est normal qu'au sein d'un parcours de 4 ans, vous allez vivre des émotions complexes. C'est important de pouvoir être bien entouré dans ces phases émotionnelles. Alors, je reviens vers la dernière partie de ma présentation, de comment trouver la porte d'accès vers un doctorat, comment le gérer, le vivre entre défis et la passion, comment gérer les questions d'études à l'UC Louvain. Et donc ça, c'est une partie que je partage plutôt avec le haut de la ville, mais je vais quand même vous le dire pour montrer ce que doit être le débat. Tout d'abord, je vais commencer avec des chiffres qui m'ont aussi fort interpellée lors de la semaine EDI. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui étaient là, mais à un certain moment, il n'y avait pas à fin PhD Success Rate, ce petit tableau qui apparaissait, qui est déjà un peu daté, bon, c'est pas de 2028, mais c'est de 2018. On a fait une analyse sur qui sont les doctorants qui tombent au cours de leur parcours, sur base des 2 grandes universités francophones, donc en tout cas l'UC Louvain est une grande partie des données. Et on a vu que les taux de réussite des doctorants sont relativement faibles, pour toutes, mais que pour les non-Union européennes, c'est très faible. Il n'y a que 1 sur 2 pour les non-européennes qui réussissent. Donc déjà, d'abord, c'est important de se rendre compte que si vous éprouvez des difficultés, vous faites partie d'un grand groupe qui éprouve des difficultés et vous n'êtes pas seul. 1 sur 2 échoue, des chiffres très interpellants, et ça cache des drames humains sur lesquels on doit vraiment se poser des questions. Comme université, quand on accepte des dossiers, on ne peut pas accepter ce type de chiffres, c'est très problématique. Mais au-delà de ça, pourquoi l'échec? Parce que des fois il y a un miscast, ça arrive. On a accepté un dossier mais que la personne n'est pas capable. Mais 9 sur 10, c'est pas ça. 9 sur 10, c'est d'autres problèmes. D'autres problèmes qui font à ce qu'on est face à des difficultés qui font à ce que l'échec devient plus probable. Et commençons avec un truc hyper pratique. Des problèmes logistiques. Déjà, si on voit ce qui s'est passé au cours de cette année à l'UC Louvain, avec les questions de logement, c'est très, très, très problématique. Quand on voit ce qui se passe avec les difficultés de visa, le nombre de fois que vous devez courir vers un visa, le temps que ça prend, le nombre de lettres, le nombre de documentation à fournir, le nombre de fois qu'il faut recourir vers son promoteur pour encore une fois avoir une lettre, un petit appel à l'ambassade.
honnêtement, c'est très très problématique. Et on devrait avoir des solutions structurelles au niveau de notre université pour ce type de choses, de façon que ça ne revient plus chaque fois vers la personne individuelle qui doit recourir vers 5000 personnes et 5000 services pour avoir finalement accès à son visa. Idem pour l'accès au territoire, l'arrivée au niveau de Zaventem, chaque fois le stress, est-ce que la police va m'arrêter, oui ou non, à combien de personnes est-ce que ça arrive très régulièrement. Honnêtement, ces problèmes logistiques, et c'est même pas logistique, hein, ça va loin au-delà du logistique, mais c'est très pénible, très problématique qu'il n'y a pas une réponse structurelle au niveau de l'université pour nous aider collectivement, comme promotrices, mais aussi pour vous des Sud, de gérer ces problèmes de façon structurelle, avoir un accompagnement là-dedans au lieu de se sentir seul et devoir recourir et avoir des petits faveurs ci et là de 5000 personnes pour avoir accès à ça. Ensuite, et je reviens là-dessus, je ne l'ai pas encore mentionné de façon très explicite, mais parlons de ça aussi, les types de bourses. Les types de bourses. On accepte structurellement que les doctorants des Suds sont souvent payés pour une partie de leur temps, tandis que un doctorat prend 4 ans, mais on leur paye 2 ans ou 3 ans. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on a normalisé comme quelque chose d'acceptable ? Ça se base sur des assumptions que du côté sud, l'autre partenaire va cofinancer, mais on sait qu'en pratique, souvent ces fonds n'existent pas. Donc concrètement, en quoi est-ce que ça consiste ? Que quand le doctorant va au sud, qui n'a pas un budget pour faire sa recherche, mais qui va devoir chercher des cours, des consultances, je ne sais pas combien de choses pour pouvoir vivre. C'est problématique, c'est pas acceptable. Aussi les budgets de fonctionnement. Quand on gagne une bourse à DRI, ici à l'université, on arrive à notre université, on n'a pas droit à un budget de fonctionnement. Ça veut dire par exemple qu'on n'a pas droit à un ordinateur de l'université, qu'on doit recourir vers sa promotrice pour, s'il vous plaît, avoir accès à un ordinateur. C'est inacceptable. Si on accepte des doctorants, il faut leur mettre dans les conditions correctes pour pouvoir travailler, pour faire le travail pour lequel on les a engagés. Ça veut dire qu'ils ont droit à un ordinateur, qu'ils ont droit à un budget de fonctionnement minimal pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire leur boulot. Donc ça, c'est aussi des raisons structurelles qui expliquent pourquoi il y a plus d'échecs parmi les non-Union européennes. Si on est payé pour une partie de son temps, pas pour tout son temps, si on n'a pas forcément les budgets de fonctionnement, si on n'a pas forcément les conditions telles que beaucoup d'autres les ont, mais voilà, on part avec un handicap qu'on amène sur le dos pendant tout son parcours. Et donc c'est problématique, il faut qu'on change ça au niveau de l'université. Et je suis vraiment dans le plaidoyer par rapport à ça. Donc voilà, on en discute de façon constructive mais convaincue. Ensuite, il y a aussi un problème de clash de cadres de référence. Ça se passe souvent quand on fait face à une sélection des dossiers. Par exemple, dans les FNRS, quand on soumet un dossier, souvent les cadres de référence, la façon de réfléchir des jurys n'est pas forcément outillée pour pouvoir accueillir des dossiers des Suds. Parce que ces gens sont quasiment tous européens, européennes, et ils ne sont pas forcément proches à des thématiques qui sortent de leur cadre de référence. Et donc actuellement, c'est aux doctorants de faire la traduction vers le cadre de référence, mais en fait, on devrait avoir des comités beaucoup plus diversifiés, avec des doctorants des Suds ou des professeurs des Suds présents dans ces comités, pour diversifier le type de dossier, pour diversifier le regard sur le type de dossier préférable. Et finalement, il faut aussi qu'on le dise, un problème structurel très pertinent aussi, c'est le racisme. Le racisme, des fois explicite et souvent implicite, mais dans les deux cas, très 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 problématique. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne capte pas toujours en étant blanc ou blanche, c'est que le racisme implicite fait des fois plus mal que le racisme explicite. Parce qu'avec le racisme explicite, tu peux chercher des alliés, si c'est très frontal, bon, les gens vont dire que c'est inacceptable. Mais quand c'est implicite, quand c'est « non, mais il ne faut pas le comprendre comme ça, bon, peut-être qu'il a mal dormi, mais c'était pas ça », ça, honnêtement, ça pose
vraiment problème. Parce que là, on se sent seul quand on fait face à ce type de racisme. On n'arrive pas trop forcément à trouver des alliés autour de soi et néanmoins, on en subit les conséquences. Donc, autant qu'on se mobilise au sein de notre université par rapport au sexisme implicite, il faut aussi qu'on le fasse par rapport au racisme implicite. Il faut qu'on travaille là-dessus dans la culture de travail de l'université. Il faut vraiment qu'on travaille sur la conscience des gens. Et c'est pas forcément parce qu'on est de bonne volonté qu'on ne peut pas tomber dans le piège du racisme implicite. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler collectivement. C'est pas parce qu'on est de bonne volonté, c'est pas parce qu'on veut être bienveillant qu'on ne peut pas tomber dans le piège du racisme implicite. Donc il faut qu'on l'explicite et qu'on en parle au sein de l'université. Je pense qu'avec la semaine EDI, on a déjà eu un pas. Ça a été intéressant sur plusieurs pistes, sur plusieurs plans. J'étais moi-même aussi très frappée par le courage de beaucoup de gens des Suds qui ont pris la parole et qui ont osé exprimer une série de choses. Mais c'est une étape au sein d'un processus qui doit être beaucoup plus long, mais qui doit vraiment aussi être très engagé et pas dire voilà, on fait une semaine EDI et à travers ça on résolve les choses. Non, on fait une semaine EDI pour nommer des choses et ensuite maintenant il faut qu'on agisse et qu'on change des choses et qu'on crée des solutions structurelles à ces problèmes structurels. On n'a pas en tête à travers quel type de stéréotypes qu'on fonctionne à l'université et comment les stéréotypes racisés font aussi partie des stéréotypes qui font subir des conséquences à des doctorants des Suds et qui sont problématiques. Et finalement, comment gérer tout cela si je serais dans vos pieds, que je ne suis pas, et donc je ne vais pas assumer que je pourrais, mais en tout cas, si vous vivez des situations difficiles, comment le vivre de façon que émotionnellement vous arrivez quand même à l'absorber. Mais en fait, une façon de le faire, c'est de pouvoir documenter ces expériences. Oui, peut-être que pour l'instant, vous êtes, si vous êtes doctorant, peut-être que vous n'avez pas immensément de pouvoir à cette université, même quand même, vous pouvez en avoir aussi, mais documentez ce qui vous arrive, documentez les problèmes que vous passez en revue, avec lesquels vous êtes confrontés, échangez sur ces expériences. Il ne faut pas se taire, il faut vraiment oser en parler. Ici au sein du Placet aussi, vous avez vraiment une structure dans laquelle on peut mutualiser des problèmes qu'on vit et parlons-en et cherchez les académiques qui peuvent vous soutenir. Il ne faut pas avoir trop peur et je comprends que c'est très facile à dire pour une femme blanche avec un poste de prof, mais il y a des choses qui sont possibles malgré tout, malgré le pouvoir, malgré les déséquilibres de pouvoir. Donc on est là aussi pour soutenir, je suis là aussi pour soutenir ce combat, documenter, échanger. N'oubliez pas non plus que peut-être à un certain moment, vous vous sentez dans une position où vous ne pouvez pas en parler, mais peut-être que 2 ans plus tard, vous pourriez. Et donc, ça peut être très utile de garder vraiment les preuves de ce qui se passe pour le moment où vous vous sentez plus libre, faire un beau petit, un petit blog ou sur... En fait, ça fait une différence. Souvent, les gens ne sont pas conscients de tout ce qui se passe. Ils ne se rendent pas compte. Et donc, ça peut être très utile de bien le documenter, de bien vous entourer. Et c'est pour ça que je dis, gardez un contact vif avec votre promoteur, votre équipe, mais allez au-delà. Parce que, je vois souvent que des situations difficiles pour des doctorants des Suds sont aussi en lien avec un couac potentiel dans la relation avec le promoteur ou l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir et de construire un réseau autour de vous et d'investir là-dedans. Évitez la solitude. Évitez d'être seul avec votre problème parce que ça casse encore plus que le vivre. Si ça se passe mal, interagissez avec vos proches, cherchez des personnes de confiance, ne subissez pas en silence. Parce que c'est là que tous ces échecs-là, c'est en lien avec ce silence-là aussi, où on est seul et voilà. Des fois, on peut aussi se dire, ce doctorat, j'y ai rêvé, c'était vraiment le truc que je voulais, j'avais du feu, mais à un certain moment, il se peut que le feu s'éteint. Et donc,
un doctorat ne doit pas forcément non plus être l'ultime objectif de sa vie. On peut arrêter. On peut arrêter sans se culpabiliser. À vous de voir. Mais prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Parce que des fois, il y a un couac dans une relation avec un promoteur. Vous dire, ok, là, ça ne va vraiment plus, je m'arrête. Non, cherchez d'abord du soutien. Cherchez s'il y a des solutions ailleurs. Parlez. Prenez la voie. Parce que devoir arrêter son doctorat, pour beaucoup de gens déçus, c'est quand même un processus hyper pénible. Et donc, osez aller au-delà de votre promoteur. S'il y a un couac entre vous et votre promoteur, osez mettre l'université devant sa responsabilité pour pouvoir chercher du soutien. Vous pouvez bien sûr en parler avec votre promoteur et son équipe, mais aussi au-delà. Bon, je ne voulais pas terminer juste avec des choses plus pénibles, mais c'est juste il faut qu'on en parle parce que ce taux d'échec est quand même énorme et il faut qu'on le verbalise. Et il faut aussi que du côté de l'université, on se pose vraiment la question, pourquoi qu'au niveau de notre université, si on se demande, montre-moi un prof, un professeur qui est devant un groupe d'étudiants, que cette image-là n'est pas à ce moment-ci normalisée à notre université. Ça devrait être une image normale. Pas juste au niveau de ChatGPT, mais aussi à notre université. On a besoin de beaucoup plus de profils diversifiés comme professeurs, hommes et femmes, de toute couleur de peau, de toute origine, de toute diversité, parce que c'est ça qui enrichit le monde académique et c'est ça qui nous fait réfléchir différemment. Et donc pour moi, c'est vraiment ça aussi l'objectif qu'à notre université, si on demande une image d'un prof à notre unif, que ce type d'image peut ressortir aussi facilement que l'image d'un vieil homme blanc, qui a toute sa légitimité, et cette dame aussi. Voilà. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Merci beaucoup. C'est ça la vision du Placette. Pour moi, un espace comme ça qui devait être renforcé et finalement faire des réseautages. Je voudrais juste commenter sur ce que notre ami a posé. Je me rappelle effectivement ces barrières qui te gardent de chez toi, de livres, de solitude. La première chose, c'est vraiment aller. C'est vraiment aller vers les affiches. Maintenant, tout passe par les médias sociaux. On ne s'imagine pas qu'il y a 10 ans, nous, on n'avait pas ça déjà. Donc aujourd'hui, on a accès à toutes ces informations, il y a des affiches qui passent, et où on doit aller. Là, il faut briser l'hiver, il faut marcher pour aller à quelque chose où tu n'as pas été invité, tu n'es pas sûr d'y arriver. Toutes ces barrières, on passe par là, mais c'est important d'aller. Mais aussi, je disais que les réseaux, finalement, c'est le beau triangle du choix du sujet, de ton objet de recherche. C'est ton objet qui fait lui-même ta publicité, j'allais dire, entre guillemets. C'est Anne qui en parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Et donc il faut avoir convaincu Anne que ton objet de recherche, c'est quelque chose à vendre. C'est vraiment l'objet de recherche d'abord. Et alors je parlais aussi communiquer cela. Une fois le triangle est déjà fait et que tu parviens à dire, moi j'apporte ça à cette littérature, et que tu parviens à le dire en un mois, en 2 mois, en une phrase, et là tu utilises les médias sociaux et tu cliques finalement sur tous ceux qui travaillent sur la même problématique. LinkedIn est en train de me faire un réseau que je n'avais jamais imaginé. Et il suffit de voir quelqu'un qui travaille et que tu lui apportes ça, que tu as une posture que tu apportes et que tu es en train de chercher. C'est possible. Deuxième piste, mauvaise piste, je serais un mauvais élève. Heureusement, Anne connaît là où j'ai été. Je ne sais pas si ça m'a apporté quelque chose de plus dans le réseautage. C'est chaque fois ne pas absolument, dans notre contexte, c'est tout de suite, de ne pas déconnecter nécessairement une thèse pour l'académique seulement et strictement pour ça. Parce qu'à la fin, 4 ans, ça passe vite, on revient et se dit en quoi est-ce que c'est utile. Peut-être que dans 4 ans, tu aurais été utile dans une réunion où il y a des sociétés civiles. Tu aurais parlé dans une audience où il y a des académiques, parce qu'il y a tout un monde maintenant des académiques qui font la recherche appliquée, action, qui intègrent vraiment les acteurs non étatiques dans leur processus de recherche
Et ces projets, souvent, ils te donnent un espace maintenant de faire un réseau qui casse un peu ce monde des élites académiques où on ne parvient pas à casser et avoir des rendez-vous difficiles, charge horaire compliquée. Mais quand on passe par là, d'abord on rencontre d'autres cultures de travail, d'autres modes de travail. Et c'est pour moi une année 2014-2015, 2 ans après ma thèse, j'ai découvert ça très, très tardivement. Que pendant les 4 ans et demi de thèse, j'aurais dû aussi voir ce qui se passe autour de moi chez les acteurs non étatiques, chez les acteurs non académiques, je veux dire. Et c'est important, et ils ont besoin de ça, et tu as besoin de ça. Et finalement, c'est notre labo. C'est sciences sociales, on ne s'enferme pas. L'autre barrière aussi, c'est la langue. Vous avez raison de parler de la langue, c'est vraiment une barrière sérieuse. Pendant 4 ans, dans ce monde francophone, et il suffit de voir les thématiques sur lesquelles vous travaillez. La littérature, elle est grande chez les anglo-saxons. Et alors, là, en fait, j'avais dit que ce n'est pas quelque chose à faire ou à ne pas faire. C'est un impératif. Par rapport à la question des réseautages, nous devons aussi reconnaître en tant qu'étudiants qui viennent effectivement des pays cibles, que surtout dans la région des Grands Lacs où on a toujours cette langue, le français comme langue officielle, et que cette langue aussi nous limite dans la construction des réseaux. Parce que dans le monde anglophone, vous allez voir que si toi qui parles le français, on te met à côté des anglophones, carrément, tu te sens comme étant dépaysé, quoi. Et donc, moi, j'ai compris que aussi la langue fait partie de ces obstacles dans la construction des réseaux. Et le deuxième aspect que je voudrais poser, c'est la question de garder ou non le silence. Comme vous l'avez montré, la photo là, briser les stéréotypes racisés et comment voir les professeurs de l'autre époque dans ce contexte-là. Est-ce que la question que moi je me pose, est-ce que accepter de faire cela, de briser le silence, c'est aussi accepter de prendre le risque? Oui, je comprends très bien la question et je me rends compte aussi que, en fait, dire oui, il faut être audacieux, mais qu'ensuite on est dans une position quand même fort vulnérable, ça peut être très difficile et très problématique de ma part de le dire. Mais si on reste dans la silence totale, en fait, il n'y a personne qui sait que vous souffrez et donc là, en fait, ça passe totalement inaperçu. C'est pour ça que c'est important d'investir dans un réseau plus large que juste un promoteur, parce que ça peut vous donner aussi un leverage. S'il y a quelque chose de très problématique qui se passe, mais que vous êtes soutenu par un réseau plus large, mais voilà, ça sera plus difficile pour ce prof de juste vous ignorer dans votre souffrance. Mais oui, mais il y a des problèmes structurels dans les relations entre doctorants et professeurs, certainement aussi professeurs et doctorants des Sud. C'est que le déséquilibre de pouvoir est tellement énorme que malgré tout ce qu'on peut vouloir faire, en fait, ce déséquilibre est là. Donc il y a un risque, oui. Et ça peut mal se passer aussi. Je ne peux pas vous dire que non, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de conséquences. Des fois, il y en a eu. Et des fois, ça s'est mal passé. Mais à ce moment aussi, ne restez pas forcément dans votre silence tout seul parce que voilà, c'est important d'être pragmatique. C'est pas votre responsabilité de résoudre tous les problèmes et d'être audacieux pour changer tout le système. Mais c'est important de comment voir quand même comment est-ce que je m'en sors et avec qui est-ce que je m'en sors. Et donc des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des dynamiques possibles. Il y a des personnes de confiance à cette université. Il y a la commission doctorale aussi qui peut intervenir en cas de conflit. Il y a le comité doctoral qui peut, il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement aussi donner du poids à vos soucis. Donc c'est vraiment question de s'entourer et de sortir de ce binôme promoteur-doctorant. Aussi si ça se passe très bien. Oui, je voyais déjà, quand je parlais des minéraux, des conflits, j'ai une autre approche, que moi je pense qu'on va régler ça à partir du Congo avec le droit. Certains n'est pas favorable, c'est une critique, mais d'autres voudraient connaître plus.
Ça Oui, veut dire- même s'ils ne sont pas favorables, c'est un débat. Tu es dedans, et voilà. Et- Si et les je- gens sont en désaccord avec toi, mais néanmoins, ils sont en train de communiquer, c'est des réseaux aussi. Ça, tu vas en tout cas, oui, placer ces activités, je crois, mais ça maintenir. Oui. Mais j'avais une question maintenant sur la finalité d'une thèse. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de défis dedans. Il y a également la passion qui doit animer les chercheurs. Mais par après, une thèse réussite, on peut la définir comment, étant donné qu'on peut l'amener sur base de différents objectifs. Moi, récemment, quelqu'un m'a demandé cette question, est-ce que tu as eu des thèses non réussites dans ton parcours? Et j'ai dit oui. Mais pour moi, la définition d'une thèse réussite n'est pas une thèse qui s'est finalisée. Parce que j'ai eu des thèses qui ne se sont pas finalisées, mais aussi longtemps que pour le doctorant ou la doctorante en question, ce parcours de 4 ans a eu du sens. Pour moi, c'est une thèse réussite. Si on en sort en disant, même une thèse finie, mais dans laquelle on n'a pas trouvé son sens, ça, c'est une thèse en échec. Donc pour moi, la réussite ne dépend pas de si oui ou non on finalise. Même si il faut être conscient du fait que pour beaucoup de gens, surtout des gens des Suds, s'ils viennent avec une bourse et qu'il y a toute une communauté aussi qui a des attentes, que le fait de ne pas pouvoir finir, c'est quand même souvent vécu comme un échec. Donc oui, il faut se poser cette question de qu'est-ce qui pour moi est une réussite et voir là-dedans, il y a des possibilités que vous ne terminez pas votre thèse, mais que pour vous, ces 4 ans ont fait du sens et il faut que ces 4 ans font du sens. Il y a une seule année où vous ne pouvez plus poser la question par rapport au sens de votre thèse et c'est la dernière année.